quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. L'odeur dans une enfance, dans une vie, est, si l'on ose dire, un détail immense. C'est ce qu'écrivait Gaston Bachelard dans sa poétique de la rêverie. Un détail sulfureux, voluptueux, identitaire, en tout cas, qui en dit long sur une personnalité, celle qui porte évidemment ce fameux parfum. Littéralement, ce mot parfum viendrait de perfumum, par la fumée, le parfum qui embaume ou pique les narines, tantôt arme de pouvoir, tantôt voile de séduction. Et si les parfums avaient tout simplement une influence sur nos humeurs, dans ce monde de brut, peut-être une question à se poser en ce vendredi avec mes trois invités du jour qui sont pour commencer Elisabeth de Fédot. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Et ben moi aussi. Vous êtes écrivain, historienne, spécialiste des parfums donc. On vous doit notamment la biographie du parfumeur de Marie-Antoinette, Jean-Louis Fargeon, et la somme Parfum, Histoire, Anthologie et Dictionnaire chez Robert Laffont. Vous avez tout fraîchement publié ce dictionnaire, c'est Voluptueuses, pardonnez, vous avez écrit tellement de choses. C'est Voluptueuses, les Voluptueuses, une histoire parfumée des femmes de légende chez Flammarion. Alors quand on s'intéresse un petit peu ou beaucoup aux odeurs et autres parfums, c'est juste passionnant. Alors vous abordez toute l'histoire par les personnes qui ont finalement porté, qui ont créé, qui ont porté ces fameux parfums. Cléopâtre, Frida Kahlo par exemple, Catherine de Médicis qui est beaucoup évoquée dans votre livre, même si. Bref, merci en tout cas, merci d'être là Elisabeth, on est ravis de vous recevoir. Et puis Sarah Boisse est également avec nous. Bonjour Sarah. Bonjour. Ravie de vous recevoir. J'en perds mon latin. Journaliste que vous êtes, autrice, traductrice, vous êtes spécialisée donc vous aussi des odeurs et du parfum, parce que je pense qu'Elisabeth à ses heures perdues aussi est passionnée et spécialiste, maintenant devenue sur le tas spécialiste des parfums et des odeurs en général. Vous écrivez pour le magazine Né. Vous collaborez pour cette revue olfactive depuis ses débuts. Et puis, vous venez de publier, vous aussi, un livre, alors non pas sur l'histoire, bien qu'il y ait un petit peu d'histoire dans votre livre, mais un ouvrage par le bout du nez, une histoire intime des odeurs chez Calment Lévy. Alors, c'est vrai que les odeurs et les parfums, c'est pas un synonyme, mais il y a une histoire de cousinade entre les deux. Enfin, forcément, le parfum a une odeur, voire des odeurs. Et nous avons aussi une odeur, vous en parlez beaucoup. C'est très intéressant, vous évoquez sur les odeurs déjà que nous percevons dans le ventre de notre mère, Sarah. C'est passionnant, je ne savais pas du tout effectivement qu'il se passe plein de choses au niveau du nez et du goût dans le ventre de notre maman. Oui, effectivement, l'odorat, c'est un de nos premiers sens à se mettre en marche. Il commence à fonctionner dans le dernier trimestre de la grossesse. Ouais. Et en fait, ce qui est un petit peu contre-intuitif, parce qu'on s'imagine que pour sentir, il faut respirer. Or, dans le ventre de notre mère, on ne respire pas encore. C'est vrai. Et pourtant, nos récepteurs olfactifs, qui sont situés tout au fond du nez, sont déjà fonctionnels. Et en fait, ce qu'on sent, c'est pas par le biais de la respiration, c'est par le biais du contact entre ces récepteurs et le liquide amniotique, qui est chargé des odeurs de la mère et notamment des odeurs en provenance de son alimentation. Le liquide amniotique, en fait, change beaucoup de composition en fonction de ce que mange la maman. Et quand on est dans le ventre, on est donc, on suit le déroulé de toutes ces odeurs qui se succèdent dans le ventre de notre mère. Et l'odeur de notre mère ou pas du tout? Non, c'est une Et question l'odeur de notre nourriture. mère L'odeur de aussi. notre mère aussi. Alors, il y a des odeurs maternelles, enfin qui signent l'odeur de la mère et qui fait qu'un nouveau-né à la naissance peut discerner sa mère parmi d'autres femmes sur la base de cette mémoire olfactive en fait qui s'est déjà mise en place in utero. Incroyable. Nous sommes enfin en ligne avec Jean-Marie Guibaudot. Bonjour Jean-Marie. Oui, bonjour. Ravi de vous Bonjour. entendre. Fait-il beau à Grasse? Il fait très beau. Bah, Beau et écoutez. chaud. Vous qui êtes un amoureux justement du patrimoine grassois, quand on connaît les parfums, quand on s'y intéresse, on sait à quel point il se passe des choses de ce côté-là à Grasse. Vous êtes en amoureux évidemment de ce patrimoine, tant culturel qu'industriel. Vous avez participé hautement à l'élaboration de ce dossier autour du classement des savoir-faire liés au parfum au pays Oui. de Grasse, au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Waouh, bravo monsieur, d'abord. Merci, oui. J'étais juste un petit participant dans une immense équipe qui était dirigée par Jean-Pierre Leleu, ancien Ouais. maire de Grasse. Voilà. D'accord, Et, écoutez. voilà. Et vous avez été enfin nommé, on peut peut-être le mentionner quand même en ce début d'émission, Jean-Marie Guibaudot, chevalier du mérite agricole, c'est ça? Oui. Par Oui, la même oui, c'est occasion, vrai, cette après. année.
ces années. Cette Bravo. année, oui. Merci beaucoup. Alors moi, c'est drôle parce que on a posé la question à l'envers, si je puis dire, hein, puisque à la lumière de vos 2 livres, mesdames, on aurait pu évidemment, voyez, le parfum, en fait, produit un certain effet. Vous le racontez à travers l'histoire, Elisabeth, hein, on est d'accord. Depuis même au Moyen-Âge, voilà, il y avait un côté transgressif quand on portait un parfum qui était trop capiteux, etc., ou un parfum tout court. Alors, d'abord, quand est né le premier parfum? On va le voir avec vous. Mais voilà, cette question est étrange parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on sait à quel point l'aromathérapie est très tendance. On parle beaucoup de, vous voyez, avec les huiles essentielles, la thérapie par l'odeur, par les arômes, par les parfums. Est-ce que d'abord, selon vous, alors j'ai presque envie de poser la question pour commencer à Sarah Boisse, est-ce que réellement pour vous, il y aurait une influence des parfums d'abord que nous portons, le matin on se met un parfum et là ça nous rend de bonne humeur. Est-ce que c'est vrai ou pas ça selon vous? Après toutes vos recherches que vous avez dû faire. Oui, tout à fait, et c'est pas seulement selon moi. On sait aujourd'hui, la science sait que nos émotions sont régulées par l'odorat. On estime d'ailleurs que 75% de nos émotions au quotidien seraient régulées par l'humeur. Donc ça s'explique scientifiquement par la configuration en fait de notre système olfactif dans le cerveau, qui est en lien très étroit avec l'amygdale qui orchestre un peu toutes nos émotions. Donc il y a cette amitié un petit peu du système olfactif avec nos émotions. C'est des zones du cerveau qui communiquent énormément. Et par ailleurs, on a tous des odeurs, que ce soit des odeurs de la vie de tous les jours ou des parfums qui ont une résonance émotionnelle particulière, parce que c'est le parfum d'une maman, parce que c'est l'odeur d'une recette qui est chère à notre cœur, etc. On a tous ce patrimoine-là, et c'est très clair, je pense qu'on l'a tous vécu, qu'un parfum ou une odeur qui a une signification particulière pour nous a un pouvoir immense en fait sur notre humeur. On peut se sentir réconforté, on peut se sentir joyeux, on peut se sentir même euphorisé parfois. Et ça, je pense qu'on en a tous fait l'expérience. Et ça, encore une fois, ça s'explique par cette configuration cérébrale, en fait. Ouais, c'est étonnant. Elisabeth de Fédot, c'est vrai que c'est drôle parce qu'il y a des odeurs. Par exemple, c'est vous qui parlez des ascenseurs vides, je crois. Mais c'est vrai qu'il suffit qu'une personne qui a un parfum, par exemple, qui nous semble capiteux, pour qu'on ait des hauts le cœur, par exemple, dans un ascenseur, on a tous des perceptions différentes d'un même parfum, même, hein, de quelqu'un qui dégage une certaine odeur et une effluve avec son parfum. Enfin, tout ça est très compliqué et très complexe et qu'il se passe des choses. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de vérité en parfumerie, parce qu'il n'y a pas d'odeur bonne ou mauvaise en soi. Tout dépend, justement, comme l'a établi Sarah, que tout dépend de ce qu'on a enregistré, à la fois ses goûts et ses dégoûts, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Ouais. Et c'est ça qu'on retrouve dans un parfum. Et on pourrait dire d'une certaine manière, dis-moi quel parfum tu portes, je te dirai qui tu es. C'est vrai, ça. Il y a vraiment eu, alors, sans faire de la psychologie de comptoir, mais il y a quelque chose, il y a un lien très fort. Et quelquefois, on ne sait pas pourquoi on aime à ce point un parfum, pourquoi il nous rend aussi joyeux, ou aussi nostalgique, ou aussi nous-mêmes. Exactement, on le voit très bien d'ailleurs à travers l'histoire des femmes, de l'histoire, que le parfum, c'est non seulement le premier vêtement de peau, mais c'est aussi une armure. C'est vraiment quelque chose qui va nous conforter, qui nous permet d'avoir une forme de pouvoir, tout simplement par le sillage qu'on va dégager. C'est-à-dire cette présence dans l'absence. Quand vous parliez des ascenseurs vides, c'est un peu ça. Ils sont pleins quand il y a un parfum. Voilà. Il suffit qu'une odeur une odeur apparaisse, et là, il y a une personne. Et les Égyptiens le savaient déjà parce qu'ils le disaient, qu'ils appelaient ça l'aura. Alors aujourd'hui, on utilise encore ce mot avec presque la même signification, c'est-à-dire ce pouvoir invisible mais puissant qu'on a sur les autres. Et eux, l'aura, c'était la présence du Dieu. Donc les statues qui étaient dans les temples, quand elles étaient juste statues, elles n'étaient pas divines. Et il fallait les masser avec des odeurs, donc des senteurs, des parfums qui divinisaient. Et à ce moment-là, l'âme du Dieu arrivait dans l'objet inanimé. Ce que, après, Charles Baudelaire va dire magnifiquement dans ses poèmes. Absolument. Vous voyez, c'est vraiment cette histoire de la présence. Oui, vous dites qu'il y a pas mal d'écrivains, en fait, plus qu'on l'imagine, qui sont très intéressants. Donc il y a Zola, avec Nana, il y en a énormément, beaucoup mais de il y en a beaucoup, Maupassant, Baudelaire, évidemment, Huysmans, extraordinaire. Huysmans, une œuvre considérable sur l'odeur et sur le parfum. Et puis aussi, parmi les femmes, on a George Sand, Colette, évidemment. Elle disait que c'était sa sentinelle, hein, son nez était sa sentinelle. Et Cléopâtre, alors la première à avoir créé cette espèce d'idée d'effluve qu'on laisse derrière soi, maîtrisée, c'est Cléopâtre.
C'est ça Alors, ou pas? C'est une. Ce Moi, serait Cléopâtre? je l'ai choisie parce que, d'ailleurs, elle aurait dû arriver après la Reine de Saba, chronologiquement, mais comme je parlais de l'Égypte ancienne, je préférais la mettre avant. Mais oui, Cléopâtre est un des témoignages que l'on a, mais on en a d'autres, notamment, évidemment, la Reine de Saba qui arrive avec ses caravanes chargées d'épices, C'est vrai. d'aromades, et qui sont aussi précieux que les pierres précieuses qu'elle emporte aussi pour séduire le roi Salomon. Donc, effectivement, ce qui est amusant dans l'histoire de Cléopâtre, c'est que les historiens romains en font une sorcière, pratiquement, Ouais. avec des sortilèges. Et quand on lit un peu ces sortilèges dont il parle, c'est finalement tous ces parfums. Ouais. Voilà, elle utilise des parfums et Shakespeare va le reprendre bien plus tard dans sa tragédie Antoine et Cléopâtre en disant que les voiles du navire de Cléopâtre étaient tellement parfumées que le vent en était malade d'amour. Waouh! C'est quand C'est même envoûtant, puissant. on dit un parfum Mais oui, envoûtant, hein. c'est envoûtant et Mesdames. voluptueux. C'est pour ça Ouais. que je les ai appelées les voluptueuses, parce que finalement, la volupté C'est commence ça. par soi-même et ensuite, évidemment, sur l'effet qu'on fait sur les autres. Alors, on Voilà. parlera évidemment de Catherine de Médicis. C'est pour ça que j'avais du mal à, à distinguer odeur et parfum, parce qu'il y a des parfums qui puent, et puis il y a des gens qui sentent mauvais. vous parlez d'Henri III, Henri c'est IV, ça Henri IV, pardon, Henri pas Henri IV III, qui aimait, justement. mais qui aimait les Henri III mauvaises qui était odeurs. très- Bah, Oui, comme il tous les aimait les mauvaises odeurs. maintenant on appelle ça le fétichisme, mais c'est ça, c'était un fétichiste. C'est Il hallucinant. adorait. Même Napoléon Ier était aussi un peu comme ça. Ouais. Il aimait bien ces odeurs un peu fort puissantes, des odeurs corporelles. Ouais. Mais vous savez, les anciens avaient une jolie définition du parfum. Ils disaient que quand on sent une odeur et qu'elle est bonne, c'est un parfum. Et je trouve que c'est assez juste parce qu'aujourd'hui, nous, par parfum, on a essentiellement cette idée du parfum manufacturé, enfin du parfum commercial, on va Ouais. dire. Mais je trouve que c'est vrai. On a tous ces parfums de la nature Ouais, qui quel sont- doux parfum. Enfin, on imagine Voilà. les poètes, effectivement, de et cette qui époque, sont des belles odeurs, tout ouais, simplement. tout à fait. Dans C'est le parfum, Giono qui disait Oui. le parfum, c'est l'odeur plus l'homme. voilà, c'est la rencontre. Moi, dans ma tête, en Magnifique. tout cas, la différence entre l'odeur et le parfum, Ouais. c'est qu'il y a une dimension de création dans le parfum. Mm. Alors, j'entre un juste. petit peu dans ce que vous dites, Elisabeth, sur cette Mm. définition qui serait peut-être un peu plus commerciale, mais disons que le monde est peuplé d'odeurs, C'est ça. et le parfum, c'est ce que l'homme a fait avec ses odeurs. Absolument. C'est le pouvoir démiurgique de l'homme aussi. Finalement, c'est de recréer des odeurs qui sont dans la nature, de les sublimer et, et d'arriver donc à cette œuvre de création. Qu'en pense Jean-Marie Guibaudot? Est-ce que pour vous, s'il fallait répondre à cette question au fond, est-ce que pour vous le parfum influence réellement l'humeur? Jean-Marie Guibaudot, vous allez nous parler de Il l'origine de votre influence- passion, il influence les émotions, ça c'est sûr. les émotions. L'humeur, sûrement. Moi, ma carrière, en fait, a débuté sur un choc olfactif. Voilà. J'ai choisi ce métier à la suite d'un souvenir olfactif de mon enfance. Voilà. J'ai C'est- choisi de rester sur Grasse. Je m'étais orienté vers d'autres études, des études de biochimie, mais bon, qui n'étaient pas forcément tournées vers le parfum. Mhm. Et ce retour au milieu des champs de jasmin et de rose a créé chez moi cette vocation de travailler voilà, Dans la transformation les- des matières premières, c'est ça? oui, voilà, c'est ça. C'est transformer, c'est-à-dire utiliser des matières premières naturelles cultivées sur place, Ouais. qui sont importées pour les matières exotiques, et les transformer en produits qui sont utilisables par les parfumeurs Alors, est-ce que ou c'est les, vrai? Ouais. ou les aromaticiens quand on fait de l'aromatique. Voilà. Est-ce que c'est vrai Voilà. qu'il y a de moins en moins d'origine naturelle au parfum d'aujourd'hui? Il y a des imitations chimiques. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a quand même encore quelques parfismeurs qui respectent Non, il y a encore beaucoup de matières premières naturelles et Ah, ouf. elles ne sont pas, Sarah en parlerait et Elisabeth en parlerait mieux que moi, elles ne sont pas en opposition. Les matières premières naturelles ne sont pas en opposition avec les matières synthétiques. Elles se complètent. Il y a un parfumeur comme Jean-Claude Hénard dit que certaines matières synthétiques ont une odeur qui n'existe pas dans la nature et il ne voit pas pourquoi il s'en priverait pour créer un D'accord. parfum. Ouais, c'est intéressant Donc, ça. Ok. par contre, les matières premières naturelles ont une complexité qui est bien plus grande que certains synthétiques, en fait. C'est vrai Voilà. que la tendance Non. aujourd'hui, c'est les parfums, alors sans alcool, après je sais pas ce que vous en pensez les uns les autres, voilà, sans chimie, etc. Sarah, qu'est-ce qu'on fait de ça? Je pense Travailler qu'il y chez a, Ney, justement. il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits. On a tendance à penser que le naturel est forcément bon et que la chimie est forcément mauvaise. Dans la réalité, la plupart des allergènes se situent dans les ingrédients naturels. Les ingrédients D'accord. chimiques aujourd'hui
sont faits avec des normes extrêmement strictes qui font que ce sont des ingrédients globalement qui sont beaucoup plus safe en fait que les ingrédients naturels, s'il fallait vraiment les distinguer. Et par ailleurs, ce que disait Jean-Marie tout à l'heure, c'est que il y a une complémentarité en fait du naturel et du synthétique dans la création de parfums. C'est ce qui détermine la parfumerie qu'on appelle moderne, celle qui est née à peu près au milieu du 19e siècle avec l'avènement de la chimie de synthèse qui a permis justement de créer des molécules soit qui existaient dans la nature mais qu'on a été en mesure de répliquer, soit effectivement des molécules qui ont des odeurs qui n'existent pas dans la nature. Et ça a été une révolution créative pour les parfumeurs. Et la parfumerie telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle qu'on la vit, les parfums qu'on utilise aujourd'hui, sont les descendants de cette parfumerie moderne. Donc aujourd'hui, il y a cette idée un petit peu répandue que la chimie serait forcément mauvaise. D'une part, c'est faux. Et d'autre part, il faut se rendre compte que nos goûts ont été façonnés par 150 ans, et même un peu plus, de parfumerie moderne. D'accord. Et qu'aujourd'hui, un parfum 100% naturel, par exemple, il a très peu de chances de trouver son public, parce que c'est un parfum qui va avoir une complexité à laquelle on n'est pas forcément trop habitué, parce qu'effectivement, les ingrédients naturels sont beaucoup plus complexes moléculairement que des ingrédients de synthèse. C'est des odeurs plus riches. D'accord. Et puis Donc par très ailleurs, forte, quoi, très... alors c'est pas surtout très un peu, équilibré. c'est un peu la différence entre un accord de 15 notes et une note. Vous voyez ? Et un manque de stabilité, du coup. Tout à fait. Un manque de c'est ça. stabilité et puis un manque de fixité, tenue. voilà. Aujourd'hui, on a tendance, la parfumerie actuelle a tendance à créer des parfums qui sentent toujours plus fort, toujours plus loin, toujours plus longtemps. C'est une vraie demande. Ça, c'est impossible avec des naturels. D'accord. Donc, il y a une espèce de contradiction, en fait, entre le discours de l'industrie qui voudrait nous faire croire que le naturel, il n'y a que ça de vrai, etc., que la chimie est mauvaise. Et en même temps, si on va dans la rue, on se rend compte que ce que veulent les gens et ce que portent les gens, c'est... Ils veulent du matin au soir avoir un sillage qui tient la Exactement. route. Exactement. Et ça, c'est permis par la synthèse. Il faut se rendre compte de ça. Voilà, et de toute façon, la chimie, c'est juste une histoire de transformation, comme chacun sait. Moi, j'ai pas fait d'études en chimie, mais il y a rien de... Tout est chimie, de toute façon. Enfin, Tout est chimie. Le monde voilà. est chimie. Jaloux, Aldebert, à tout de suite. Dis-toi que je suis, ma chérie, plus jaloux que jamais. Dis-moi qui te suis, ma chérie, je te dirai qui je hais. Est-ce que ça relève du film de dire qu'il en pince pour toi? On dit qu'un battement de cils peut parfois causer bien des dégâts. Zen et sage comme Shiva, j'ai mis mon amertume en mode veille. J'aimerais voir Casanova portant une étiquette à l'orteil. Dis-toi que je suis, ma chérie, plus jaloux que jamais. Dis-moi qui te suis, ma chérie, je te dirai qui je hais. Est-ce que j'en fais trop, dis-moi, mais la distance me pose un problème. Entre sa main et tes doigts, y a pas plus d'1 centimètre à peine. Moi qui souris bêtement sans mot dire et qui jamais ne boude. J'aimerais bien voir Don Juan finir au bain-marie dans la soude. Dis-toi que je suis, ma chérie, plus jaloux que jamais. Dis-moi qui te suis, ma chérie, je te dirai qui je hais. J'ai pas les mots, mon cœur, mais de quoi faire rimer mon capital rancœur déjà bien entamé. Je ne suis qu'un sous-homme qui souvent fait l'autruche et se gonfle à l'hélium, un garçon de baudruche. Est-ce que ça relève du conte, mais j'aspire à l'amour exclusif? Je sais, c'est un peu la honte d'encore graver des cœurs au canif. Jaloux, c'est difficile, c'est prendre des coups à chaque instant.
Le moindre battement de cils est un mawashi au palpitant. Dis-toi que je suis ma chérie, plus jaloux que jamais. Dis-moi qui te suis, ma chérie, je te dirai qui je hais. Dis-toi que je suis ma chérie, plus jaloux que jamais. Dis-moi qui te suis, ma chérie, je te dirai qui je hais. Dis-toi que je suis ma chérie. Dis-moi qui te suis, ma chérie, je te dirai qui je hais. Être jaloux du parfum de l'autre, peut-être un fantasme depuis l'histoire du parfum. Elisabeth de Fédot est avec nous, ainsi que Sarah Boisse et Jean-Marie Guibaudot en ligne depuis Grasse. Et si les parfums avaient une influence sur nos humeurs, nos émotions, comment choisir un parfum? J'espère que nos invités y répondront aussi. Comment on choisit d'acheter un parfum? Comment on choisit le matin? Faut-il en avoir plusieurs? Combien? Voilà. Ouh là là, j'ai peur de la réponse, que moi je ne sais plus combien j'en ai. Mais c'est vrai que voilà, c'est une question en tout cas aujourd'hui. On parle énormément de parfums dans les hôtels, Alors peut-être que ça a toujours existé, mais on en parle de plus en plus. Une espèce de démocratisation comme ça, de décryptage des odeurs, de travail des parfums. On le raconte. On avait consacré une émission il y a quelques temps à justement à la parfumerie presque pas inconsciente, mais invisible. Donc, à la fois, ce que vous avez dit, dans les rues, les odeurs, les boutiques, certaines boutiques de luxe, par exemple, qui diffusent très subtilement une petite odeur comme ça dehors. Les banques le font aussi, certains hôtels de luxe. Enfin, voilà, le monde est odeur et parfum, surtout dans nos villes, évidemment. J'aimerais bien qu'effectivement, vous parliez tout de suite, là, hors antenne, chers auditeurs, qui avaient toujours hâte de savoir de quoi on parle pendant ces quelques notes. Vous nous parliez de la touche, par exemple, French orientale. Elisabeth de Fédot, je voulais savoir, est-ce que dans l'histoire du parfum, est-ce qu'il y a toujours eu un aspect, j'imagine que oui, une origine à la tendance du parfum du moment. Je sais pas, Catherine de Médicis, donc par exemple, une femme de pouvoir lance une espèce de mode comme ça, une trend, comme on dit aujourd'hui, et alors, waouh, on va faire comme Catherine de Médicis, on va toutes porter le même parfum. Est-ce que ça a toujours existé? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ça. Tout le monde veut le parfum de Kardashian, de Kate, de je sais pas qui. Vous voyez? Alors, déjà, on peut dire qu'il n'y aurait pas de parfum s'il n'y avait pas d'Orient, puisque les parfums d'Orient, depuis la reine de Saba, enflamment les esprits. Ouais. Également, on le revoit au Moyen-Âge. L'Occident découvre le parfum grâce à ces voyages qui se font vers l'Orient, grâce aussi notamment à l'installation des rois morts dans l'Espagne du Sud, donc avec les jardins de l'Alhambra, où il y a tous ces parfumeurs arabes qui vont vendre l'ambre, qui sont ces parfums, qui sont des parfums composés très, très envoûtants, très langoureux, très voluptueux, qui évidemment font rêver toutes les sociétés occidentales et que condamnera l'Église, par contre, parce qu'il y a trop de volupté, beaucoup trop de volupté. Mais après, oui, il y a eu des trendsetteuses. Alors, Catherine de Médicis avec les gants parfumés. On pourra dire aussi que l'impératrice Joséphine va lancer des modes. Et avant, Marie-Antoinette, qui était la grande reine de la mode et du parfum. Parce qu'elle la Cologne, c'est laquelle? Non, c'est après la Cologne. Les Colognes, alors non, la Cologne naît à la fin du XVIIe siècle. Oui. Donc la cour de Louis XV en France va lancer l'eau de Cologne, qu'on appellera à ce moment-là l'eau de Cologne, l'Aqua Mirabilis, qui s'appelait l'eau des miracles, l'eau admirable. Donc ce sera à Versailles, en effet, la cour de Louis XV qui va lancer cette eau miraculeuse, qui était un élixir, c'est-à-dire un médicament le plus précieux. Ouais. Mais Marie-Antoinette va lancer la mode du bouquet floral, donc qui est ce schéma artistique qui se met au point grâce aux techniques à la fin du XVIIIe siècle, enfin, sous Louis XV, sous la fin du règne de Louis XV, et qui va vraiment toucher cette société de la fin du XVIIIe siècle. Et puis après, on a eu bien sûr d'autres grandes égéries. Une des plus, on va dire, la parfumerie moderne, ce sera Sarah Bernard, qui en plus prête. Alors c'est assez amusant parce qu'elle va poser pour des affiches de Mucha qui seront commandées par des parfumeurs, et à tel point que ensuite d'autres parfumeurs vont utiliser les traits de Sarah Bernard, mais qui ne seront pas Sarah Bernard, enfin qui ne seront pas ceux de Sarah Bernard. Elle devient presque un archétype, si vous voulez,
publicitaire pour vanter le parfum. Ouais. Puis ensuite, on a eu d'autres, bien sûr, et puis Marilyn Monroe. Et Ouais, donc vous parlez voilà. beaucoup aussi. Donc, Ouais. les égéries sont l'incarnation du parfum, qui est une forme invisible. Donc, on a besoin aussi d'une silhouette pour incarner le parfum et pour se transposer dans le parfum. Il y a une sorte d'identification, Sarah Boas, dans le fait de porter un parfum. On s'identifie à telle ou telle égérie, telle ou telle princesse, telle ou telle égérie de la mode, telle actrice, etc. etc. Oui, effectivement, Ouais. et c'est ce que disait à l'instant Elisabeth et que je trouve passionnant. Le parfum étant un objet invisible qu'on ne peut Ouais. pas sentir à moins d'être en présence, il y a tout un univers qui se développe autour de lui, que ce soit par les égéries, les univers publicitaires. Les publicités de parfums sont extrêmement créatives parce La que musique finalement, aussi. il y a, Dingue, hein, il y a c'est aucune limite. extraordinaire, hein. Il n'y a aucune limite, l'odeur n'impose aucune limite. Et effectivement, non seulement elle est pas dématérialisable, donc en fait, un parfum que vous n'avez pas senti, n'importe quelle image lui convient, en fait. Et puis par ailleurs, on a une perception toujours très subjective des odeurs en fonction de notre histoire, de notre culture. Tout un C'est tas de vrai, choses ça. qui vont déterminer la manière dont une odeur nous parle ou nous parle pas, nous plaît ou nous plaît pas. Et donc, finalement, pour composer avec ce côté très évanescent, très subjectif, on se retrouve à finalement essayer de figer l'odeur, cette forme tellement impalpable, dans des figures, des égéries, des publicités, des images. Et donc, c'est Qui sont très- des incarnations. Exactement. Qui Donc, donne ça chair. donne- alors, il n'y a pas de sociologue aujourd'hui avec nous, malheureusement, mais c'est vrai que ça aurait été intéressant de savoir, par exemple, aujourd'hui, on en parlait justement hors antenne à l'instant, mesdames, on se demandait pourquoi c'est cette tendance étrange, par exemple, de à la fois la passion, enfin pas la passion, mais aujourd'hui, on apprécie pas mal les parfums un peu propres. On parle beaucoup de clean, d'odeurs un peu clean, de machine à laver, enfin de linge qui sort de la machine, etc., qui sèche au soleil d'été, enfin bref. Et puis en même temps, l'oud, plus capiteux, c'est curieux, il y a deux... Voilà, et je sais pas, est-ce que ça dit quelque chose Je sais pas. Est-ce que vous Sur nos avez- sociétés, bien sûr. Oui, ça dit quoi De toute façon, Elisabeth Je le demanderai parfum, après, hein. et on le voit depuis, enfin toute l'histoire le prouve, c'est un produit extrêmement psycho-culturel. C'est-à-dire qu'on peut raconter une époque par les parfums qui les ont marqués, si vous voulez. C'est à la fois tous les rêves, les anxiétés, les fantasmes se retrouvent dans le parfum. Et donc le propre, vous diriez quoi, vous, comme ça Je pense à une odeur de réassurance, comme on a vu oui. aussi toutes ces notes fruitées, gourmandes qui sont apparues à la fin du XXe siècle, dans les années 90. C'est vrai. C'était la réassurance avant le 3e millénaire. On voit très bien aussi au moment où le sida fait des ravages, on a Sikawan, un parfum qu'on partage, un parfum qui ressemble à une bouteille de médicaments, enfin une bouteille de sirop, une odeur très clean, très propre. Ouais. Donc le parfum ne conduit à l'amour, mais à un amour partage, un amour agapé, si vous voulez. Vous voyez, pas un Eros Thanatos. Ouais. Faut surtout pas que le parfum soit cet amour qui tue, mais au contraire un parfum qui rassemble. Donc oui, on a multiples exemples qui peuvent prouver ce que Et là, vous depuis dites. le Covid, c'est vrai que c'est comme par hasard, on a besoin de se réfugier peut-être. Surtout, plus c'est que aussi, le Covid a touché le sens de l'odorat, donc on se raccroche encore plus à l'odeur Ah, et à ce besoin de C'est sentir. vrai, ça vous en parlez, c'est Mm. vous qui en parlez dans votre livre. Oui, tout à du fait. Covid, hein. Les Ça a épidémies traumatisé, d'anosmie oui. ont traumatisé. Complètement. L'odorat, c'est un sens dont beaucoup de personnes se rendent compte de l'importance en le Récemment. perdant, en Mm. fait. Ouais. Puisque c'est un sens qui se fait oublier quand il fonctionne normalement. Tout à fait. Il fonctionne en permanence et beaucoup d'entre nous n'y pensent pas, voire jamais. En tout cas, ce que je trouve Ouais, intéressant allez-y. par rapport à ce que vous disiez, Elisabeth, sur ce sentiment de rassurance que vont apporter les odeurs de propre, ça montre aussi ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que les odeurs, on les enregistre et on les traite d'un point de vue cérébral en lien vraiment étroit avec les émotions. Donc si les odeurs de propre nous rassurent, c'est parce qu'on a l'habitude de percevoir ces odeurs dans des contextes rassurants. C'est des odeurs domestiques, c'est des odeurs de se glisser dans un lit avec des draps fraîchement C'est lavés. juste, hein. Et en fait, ça c'est vraiment très important de comprendre ça, je crois, c'est que les odeurs, elles s'impriment en nous, vraiment chargées des émotions qui les accompagnent. Et donc la raison pour laquelle aujourd'hui, par exemple, la parfumerie va avoir pléthore de parfums gourmands avec des notes de vanille, des notes de barbe à papa, de fraises, des choses comme ça, c'est parce qu'on sait que c'est finalement des odeurs Barbe à qui papa. sont chez chacun d'entre nous Ouais. associées plutôt à des souvenirs d'enfance plutôt joyeux. Ouais. Quand vous tapez dans la vanille ou dans les bonbons, la plupart du temps, vous êtes sûr que vous allez être raccroché à des émotions joyeuses. Et on se parfume pas pour être triste, on se parfume pour être joyeux. Et, puis Et donc- et la vanille aussi, c'est une des seules odeurs universelles, Il paraît. puisqu'elle est dans le lait maternel, en fait. Le lait maternel a des molécules de D'accord. vanille, en fait, qui ressemblent, enfin, dont l'odeur est proche de la vanille. Et c'est pour ça que tous les nourrissons, et donc nous, enfin, les grands enfants, on aime cette odeur-là. Oui, Quelle que soit la culture.
Ce qui est très très rare parce que par ailleurs, notre perception des odeurs, elle est énormément marquée par notre culture. Ouais. On a ce qu'on va déterminer bon ou mauvais en termes d'odeur. On a toujours l'impression que ça coule de source, mais en réalité, c'est toujours le fruit de notre parcours personnel. Et ce parcours personnel, il est vraiment lié à l'endroit et du monde dans lequel on a grandi et l'époque dans laquelle on a grandi aussi. Et donc effectivement, la vanille, elle compte parmi les très très rares odeurs. Je crois qu'avec la banane, c'est aussi une des très rares odeurs. La science se penche sur cette question de est-ce qu'il existe un inné dans nos goûts et nos dégoûts olfactifs. Et la réponse, c'est que quasiment pas. Alors, bon, il se trouve que c'est un sujet aussi qui est très difficile à étudier parce que c'est très compliqué d'aller savoir ce qu'aime un Vous aimez l'odeur nouveau-né. du métro. Moi, j'aime l'odeur du métro. Moi, j'aime parce- l'odeur de l'essence. C'est pas du tout partagé. Mais l'odeur de la poubelle. Alors, l'odeur de l'essence, je me permets de rebondir là-dessus parce que c'est une des odeurs dont on me parle le plus souvent quand on parle de bonnes et de mauvaises odeurs. Et je trouve que le monde se divise en deux catégories. Ceux qui aiment l'odeur de l'essence et ceux qui n'aiment pas l'odeur de l'essence. Et je serais tentée de dire que probablement que c'est lié à quelles émotions on a pu ressentir les départs à en la vacances. station-service, les départs en vacances. C'est incroyable. Est-ce que papa et maman Vous étaient êtes en train de génial, s'engueuler ça. à l'avant de la voiture? Et si oui, c'est fort possible que l'essence sente mauvais. Magique. Après, si les départs étaient joyeux, probablement qu'on aime l'odeur de l'essence. Ouais. En tout cas, ce qui est marrant, c'est de voir de aussi que l'école. souvent, on est inconscient des causes qui font qu'on aime telle ou telle odeur. Ouais. On se dit, j'aime l'odeur de l'essence parce que évidemment ça sent bon. Non, c'est probablement parce que votre histoire avec cette odeur-là est plutôt positive et donc vous associez un sentiment positif à cette odeur. Mais on a vraiment rarement conscience en fait des raisons pour lesquelles on aime ou on n'aime pas une odeur. Mais je trouve que c'est toujours intéressant de se demander en tout cas. Merveilleux. Jean-Marie Guébaudot, qu'en dites-vous le grassois, hein, c'est ça qu'on dit? Oui, qui est avec Oui, nous. grassois, oui. Qu'est-ce qu'il y a comme... je ne sais pas si vous êtes passionné de psychologie en règle générale, mais il y a quand même un aspect un peu psychologique dans tout ce que nous évoquons là et dans l'histoire du parfum et dans l'usage que nous en faisons chacun. Oui, c'est vrai, oui. Et puis, il y a aussi l'aspect, en fait, ça influence énormément notre travail grâce à ces modifications de goût dans les parfums. Et par exemple, je vais prendre l'exemple de la tubéreuse qui avait quasiment disparu de nos champs, qui est une fleur qui est un parfum très capiteux, surtout le soir, qui embaume les soirées et qui avait disparu des parfums quasiment et qui est redevenu à la mode. Il a fallu replanter des champs, retrouver des bulbes, réapprendre à cultiver et à extraire la tubéreuse. Et donc, les modes entre les parfums capiteux ou les parfums plus légers influent énormément notre travail. En fait. Quelle est la tendance, les deux ou trois grandes tendances donc la tubéreuse, vous nous disiez à l'instant que ça repartait pour un tour. Oui, quelles sont les autres tendances un peu étonnantes, et en tout cas les grandes tendances du moment attendues? Le groupe pour lequel je travaille, là, relance, alors c'est une tendance, et on relance la culture du bigaradier, qui avait aussi fortement baissé. Alors, le bigaradier, c'est la fleur d'oranger. D'accord, pardon. Et, voilà, c'est la fleur, c'est l'orange amère, et on récolte, on vient de finir la récolte de fleurs d'oranger. Et là, on commence la récolte de ce qu'on appelle le brout, c'est-à-dire que les agrumiculteurs vont tailler les arbres et on récupère ces petits branchages qui vont être taillés sur les arbres pour faire une essence qu'on appelle le petit grain. D'accord. Et qui a une note aussi orangée, mais plus verte, plus comme quand on froisse une feuille d'oranger justement dans sa main. Voilà. Et donc, le groupe pour lequel je travaille a replanté 600 arbres sur la commune du Bar-sur-Loup et sur la commune de Valoris, Valoris-Golfe-Juan. Et c'était une culture qui avait aussi tendance à péricliter parce que, la fleur d'oranger, c'est des arbres, donc on les plante souvent pour la génération suivante. Et c'est pas des rosiers qui produisent au bout de 3 ans. Là, il va falloir attendre quelques années avant de commencer à récolter. Et donc, elle avait disparu à la suite des grandes années de gel, principalement en 1956, où toutes les plantations avaient gelé. Et là, c'est un des paradoxes, un des bienfaits du réchauffement climatique. On a des hivers qui sont très doux. Et donc, on peut replanter des bigaradiers en grande quantité. Elisabeth de Fédot, il y a une question que je me posais.
Au fond, pourquoi est-ce qu'on porte un parfum? On le porte pour soi ou pour les autres ou pour les deux? Parce Pour que les vous voyez, deux. pour les deux, on Pour se les deux. cache aussi un peu. Oui, non, c'est répondez, ce oui. que je vous disais tout à l'heure, c'est le vêtement de peau. Enfin, c'est le premier vêtement qu'on porte sur soi, le parfum. Ça peut devenir une armure, effectivement. Ça Ouais. peut nous conforter, ça peut nous donner de la puissance, de la valeur. Ça peut aussi nous rendre joyeux, comme on l'a évoqué. Ça peut... Il y a vraiment cette idée de soi. Vous savez, la séduction, c'est séduquer, c'est d'abord se conduire soi-même avant d'attirer l'autre. Donc la séduction commence par soi-même. Ouais. Et c'est une façon, oui, de se transporter. C'est un voyage, le parfum, un voyage intérieur. C'est aussi un voyage, on en parlait tout à l'heure, avec une odeur, on est transporté dans un lieu qu'on a aimé ou auprès d'une personne qu'on aime aussi ou qu'on a perdu. Enfin, voilà, Ouais. c'est vraiment ça. Vous savez que Le parfum. quand on nous... Alors, on va se séparer encore quelques instants, mais quand on nous dit c'est ce parfum, c'est un parfum qui te va très bien. En fait, on ne sait pas trop ce que ça veut dire quand on nous dit ça. Et puis surtout, c'est beaucoup plus agréable de s'entendre dire qu'est-ce que tu sens bon que plutôt tu portes machin ou X ou Y. Oui, ça c'est affreux. C'est terrible. Donc, le parfum, comme le disait Sarah, citant Jean Giono, c'est l'odeur plus l'homme, quoi. C'est cette Ouais, ça, c'est histoire de classe. rencontre, vraiment. Jealous Guy, John Lennon, à tout de suite. I was dreaming of the past, and my heart was beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. Oh no, I didn't want to hurt you.
retour dans cette émission Enquête de sens, une quête de sens toute parfumée aujourd'hui. Et si les parfums avaient une influence sur nos humeurs? Elisabeth de Fédot et son passionnant ouvrage consacré aux voluptueuses, une histoire parfumée des femmes de légende, délicieux ouvrage à découvrir chez Flammarion. Sarah Bois, c'est également avec nous, journaliste qui collabore régulièrement pour le magazine Nez, la revue olfactive. Voilà, par le bout du nez, c'est votre premier livre, une histoire intime des odeurs chez Calmant Lévy. Et enfin, nous sommes en ligne avec Jean-Marie Guibaudot de Grasse, qui est amoureux du patrimoine grassois, qui travaille à la transformation des matières premières et qui est passionné évidemment par tout ce qui fait nos parfums, c'est-à-dire les matières premières, les fleurs, les plantes, les arbres, etc. etc. On a évoqué à l'instant, juste avant de nous séparer, mesdames, voilà, on revenait sur cette époque du Covid. Je vous demandais, mais c'est quand même curieux, ces bougies parfumées, ces espèces de tendances à effectivement désodoriser nos intérieurs d'une certaine façon. Et Elisabeth de Fédot, c'est pas par hasard. C'est pas là pour le coup, ça répond à une demande de notre société, mais des personnes qui ont été dégoûtées de cette période du Covid et en même temps qui ont été habituées à réhabiter leur maison, enfin leur foyer, la maisonnée, l'appartement, etc., là où on vivait jour et nuit. Et ma foi, la tendance était de désodoriser plutôt que de parfumer, c'est ça? Alors, c'est vrai que la période du Covid et surtout du confinement, moi, je me souviens quand les journalistes m'interviewaient en me disant ça va être la mort du parfum, je disais mais non, surtout pas, au contraire, parce que on est séparés de personnes qu'on aime, on est dans des intérieurs où on ne peut pas aller dans les jardins à l'extérieur, on ne peut pas voyager, donc on va amener ces odeurs, on va apporter toutes ces odeurs chez soi. Et cette tendance est restée, et sur une tendance un peu plus longue, et ça on le voit depuis quand même pas mal de décennies, c'est qu'on est dans une société où on a peur de la mort, de la maladie, où on désodorise, où on a envie d'enlever toutes ces odeurs qui sont qualifiées de mauvaises parce qu'elles nous rappellent évidemment des événements tristes et surtout qui nous rappellent qu'on aura tous la même finalité malgré tout. Hein. Donc c'est aussi une façon de conjurer tout ça par l'odeur. Ouais. Et ça, c'est une tendance qui est de plus en plus, qui est très occidentale hein, et qui est de plus en plus importante. Donc de désodoriser ou de remettre de la bonne odeur dans les odeurs. Alors ça, on voyait ça au 19e siècle, où on était encore dans une période d'épidémie, et donc l'air était considéré comme extrêmement dangereux. Donc on n'ouvrait pas les maisons, on n'aérait pas les maisons comme nous, on peut le faire aujourd'hui, mais on désodorisait. Et notamment, il y avait un outil qui s'appelait l'ozonisateur, et donc on diffusait des odeurs qui était censé désinfecter les lieux. D'accord. Parce qu'il faut aussi rappeler quand même que la première fonction du parfum, outre celle d'être sacré et d'honorer les dieux, c'était quand même une fonction antiseptique, une fonction médicale, hygiéniste, par la suite au 19e, et ça, c'était très important. Donc, vous voyez, il y a quand même cette idée, voilà, on désodorise, on remet de la bonne odeur, qui va influencer aussi sur l'humeur, nous mettre dans un état optimiste, plutôt que pessimiste, évidemment. Oui, vous disiez même, alors ça c'est très intéressant Sarah Bois, j'aimerais bien que vous reveniez sur ce que vous évoquiez à l'instant, sur l'objectivation, l'industrie finalement du parfum qui s'est accaparée cette idée de rendre le parfum, voilà, dans quelle dimension en fait l'a-t-il objectivé ce parfum, l'industrie du parfum? Alors c'est vrai que je pense que le Covid a accéléré une prise de conscience du pouvoir émotionnel du parfum. Et effectivement, aujourd'hui, l'industrie du parfum et les marques de parfum sont de plus en plus tentées de revendiquer que leurs créations vont avoir un impact positif sur notre humeur, voire sur nos performances. Enfin, on voit des gammes de parfums qui sortent, qui revendiquent de vous rendre joyeux, de vous rendre séduisant, de vous rendre ceci, cela. Forte, puissante, puissante. Voilà. Alors ça, c'est vrai que de toute façon, les odeurs ont toujours eu ce pouvoir-là. On l'évoquait tout à l'heure. Les odeurs sont en lien étroit avec nos émotions. Mais l'industrie du parfum, pour pouvoir créer ces parfums-là, doit objectiver, c'est-à-dire tenter de mesurer quelque chose qui paraît difficilement mesurable, qui est les émotions et plus précisément l'impact de telle odeur précise sur nos émotions. Alors c'est très intéressant à suivre. C'est depuis les années 80 qu'on voit ça dans les sociétés de composition qui conçoivent et qui fabriquent les parfums qu'on porte. Des départements entiers se consacrent à mesurer justement l'impact par exemple de leur palette d'ingrédients. Pour chaque ingrédient, on va mesurer. On peut mesurer l'activité cérébrale, par exemple, voir quelles zones du cerveau sont activées par l'olfaction de tel ingrédient.
Et on va aussi, sur une base plus déclarative, demander à des personnes dans tous les pays du monde, parce qu'il y a une dimension culturelle qui est très importante à prendre en compte, à quelle émotion, ou à quelle couleur, ou à quel son, ou à quelle texture, enfin voilà, de faire des associations en fait entre des odeurs bien précises et tout un tas de critères, dont les émotions et les humeurs. Et ça permet quoi ? Ça permet tout simplement de se rendre compte qu'il y a quand même des récurrences. Par exemple, une odeur de citron ou d'orange va être assez unanimement, en tout cas chez nous, par exemple en Europe, perçue comme une odeur plutôt dynamisante, joyeuse, euphorisante. Peu de personnes vont vous dire que le citron est déprimant. Ou alors c'est qu'elles ont peut-être eu, elles, personnellement, une histoire déprimante avec du citron. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, globalement, c'est quand même plutôt les évocations que ça porte. Et donc, c'est des véritables bases de données qui sont constituées par ces entreprises pour permettre ensuite d'orienter le travail des parfumeurs. Donc, vous êtes une marque de parfum, vous voulez par exemple créer une fragrance dont vous pourrez dire qu'elle va vous rendre joyeux, qu'elle va vous aider à passer une bonne journée, etc. Les parfumeurs peuvent se référer à ce genre d'outils pour se dire, il vaut mieux que j'utilise du citron, par exemple, que de la rose, qui va être plus associée à quelque chose de l'ordre de la séduction ou de la relaxation ou tout un tas d'autres choses. En tout cas, c'est pour dire que l'industrie du parfum, effectivement, s'empare vraiment activement en ce moment et depuis une 40aine d'années de ce sujet de l'influence des odeurs sur nos humeurs et qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sortent. Et oui, et alors, c'est pour ça que je reposais ma question tout à l'heure sur la destinée, en fait, l'objectif. Voilà, inconscient ou conscient, derrière le fait de porter un parfum. J'ai l'impression que vous le disiez vous-même, Elisabeth, c'est-à-dire que pendant le Covid, on était chez nous. Alors, à quoi bon porter un parfum ? Mais on avait juste besoin de se sentir bien. Donc, on porte. J'ai l'impression. Oui, aujourd'hui. Alors, de se relier à soi ou de se relier aux autres. Exactement. Et ce que dit Sarah, c'est très intéressant parce que ces 2 jours derniers, il y avait le Simpar, qui était donc le salon des matières premières à Levallois. Porte de Champéret plutôt. D'accord. Et donc, je suis allée visiter et j'ai été sur le stand d'un producteur grassois et qui m'a dit « Ah, vous qui écrivez des livres, je vais vous faire sentir une matière première qu'on produit et vous verrez, c'est extraordinaire pour la mémoire, ça réveille l'intelligence, ça va vous aider à écrire et tout. » Donc, j'ai senti cette fameuse matière première. Et c'est vrai que ça vous donne une espèce de choc incroyable. Intellectuel, oui, très comme ça vous rafraîchit la mémoire, mais vraiment physiologiquement vous le sentez. Et moi, ça m'a rappelé vraiment aussi ce qu'on peut lire dans les archives sur cette utilité première du parfum, où tous les parfums étaient identifiés, quand on disait parfum, les aromates, en fait, les matières premières étaient identifiées par rapport à leur fonction physique. C'est-à-dire ce qu'elles apportaient. Donc l'encens, c'est d'abord un antiseptique. La myrrhe était un cicatrisant. Vous voyez, il y avait vraiment cette idée-là. Et beaucoup plus tard, ce qui est amusant, c'est quand on voit, lors des archives de la Maison Guerlain, que des écrivains comme Balzac, Alexandre Dumas, commandaient des parfums au Guerlain pour écrire des livres. Mais non. Et Colette le fera aussi. Donc, il y a quelque chose... Aujourd'hui, c'est comme si on redécouvrait, finalement... On réinvente un peu avant, réinvente, en fait. Voilà, parce tout que ce qu'on faisait depuis avant. la nuit des temps, en fait, Finalement, l'humanité se sert de matières premières odorantes c'est pour ça. leurs vertus aromathérapeutiques ou aromacologiques. Aromacologique, c'est l'influence des odeurs sur l'esprit, justement, et sur la psyché, en fait. Et ça, peut-être que pendant longtemps, on n'a eu qu'une connaissance très empirique, un peu intuitive et pas forcément prouvée. Donc aujourd'hui encore, il y a des gens que ça fait sourire quand on dit qu'on peut avoir une influence sur les émotions par le biais des odeurs, mais en fait, l'humanité le sait depuis toujours. Toujours, et on l'avait oublié, on était dans un discours tellement, on va dire, marketing. C'est ça, une espèce de cartésianisme. Voilà, il y a quelque chose, ça paraît un peu ésotérique en fait, ça. de dire Je que sais les que ça odeurs... vous arrive, mesdames, mais parfois quand on se promène dans la rue et qu'il y a une effluve d'un parfum, parfois ça nous détend, c'est très curieux. J'ai pas l'impression, ou au contraire, ça nous tend. Ouais. C'est très curieux, il y a vraiment quelque chose qui se passe, on peut pas le nier, quoi. Alors, je pense qu'il faut quand même distinguer 2 choses. Il y a d'une part notre vécu personnel qui va faire que, par exemple, tel parfum qui nous rappelle telle personne va nous faire plaisir parce qu'on pense à notre grand-mère, on pense à ou parce que c'est associé à un moment particulier. Et il y a d'autre part quelque chose de plus universel. Et c'est ça qu'étudie l'aromacologie. L'aromacologie, c'est pas de dire le citron va vous rappeler votre grand-mère, c'est de dire le citron vraiment à un niveau moléculaire va avoir une vertu qui peut être prouvée, qui peut être mesurée, qui est objective. C'est incroyable. Effectivement, alors comment, peut-être je vais m'adresser à Jean-Marie Guibaudot, qui est toujours en ligne avec nous. Qu'est-ce que vous conseillez ? Comment on choisit d'acheter un parfum ? Je vous pose la question à tous les trois. Comment est-ce qu'on fait, en fait ? On fait ça en fonction de quoi ? De soi, de sa personnalité ? Parce que Francis Kurkdjian, que vous connaissez peut-être, qui est un créateur de parfums maintenant bien célèbre, qui est d'origine arménienne, et qui dit que, attention, il ne faut pas cacher sa personnalité lorsque l'on choisit un parfum. Qu'en pensez-vous ?
Déjà, je crois, Sarah l'a évoqué dans son livre, je crois que on n'a pas un seul parfum. Mm. Alors, certaines personnes peuvent porter, mais au bout d'un moment, si on le porte pour soi, on finit par ne plus le sentir. En D'accord. fait. Oui. Ouais, Voilà. c'est vrai, on Sarah. finit Ouais. par, on se dit tiens, mais on s'asperge et on se dit mais on le sent plus. Et quelquefois, il faut en changer Ouais, c'est vrai. pour découvrir d'autres odeurs. Et puis, quand on revient sur ce parfum qu'on avait porté très longtemps, après l'avoir un peu délaissé, on le redécouvre. Ouais, c'est Donc, vrai. il me semble qu'on doit en avoir plusieurs en fonction des moments, Ouais. voilà, des heures de la journée aussi. Ouais, parce que Voilà, c'est pas criminel, parce qu'il y a une époque où on nous jugeait quand on avait plusieurs. Ah, mais t'as plusieurs parfums, t'as pas de personnalité, Sarah. Bah non, au contraire, moi C'est je trouve bien d'en avoir je plusieurs. trouve ça merveilleux. Même si à vrai dire, je suis assez attachée à l'idée que je trouve très romantique de pouvoir se lier à une odeur pour le Mais reste de sa vie, oui. de savoir que J'aurais les autres adoré, pourront moi. nous associer à cette Oui. odeur. Je trouve que c'est très beau. Mais en même temps, le fait est qu'il y a beaucoup de parfums qui sentent bon, qu'on Bah a envie oui, de porter. bah et oui. peut-être qu'il faut se faire N'est-ce plaisir pas, aussi. Elisabeth Ah bah Mot moi, de je suis la fin. très attachée à un parfum, donc c'est sûr que je ne vais pas dire Ah, l'inverse bravo. de ce que dit Sarah. Mais il y a aussi une très jolie histoire que raconte Louise de Villemorin sur le parfum mal choisi. Elle disait que c'était la pire des indécences. Il faut vraiment être dans la justesse et ne pas chercher à imiter quelqu'un en portant son Je crois parfum. que ce sera le bon mot de la fin. Et ça, Louise, c'est merveilleux. Elle le raconte tellement bien en plus dans Croquis parisien. C'est très très joli cette En tout cas, à histoire. découvrir dans votre Voilà. livre, chère Elisabeth de Fédot, je le rappelle, Les Voluptueuses, une histoire parfumée des femmes de légende chez Flammarion. Merci Sarah Boisse également. Par le bout du nez, votre livre, une histoire intime des odeurs chez Calmant Lévy. Et merci infiniment à vous, Jean-Marie Guibaudot. Et bon week-end à Grasse, évidemment. Bonne soirée, les amis.